reprendre. On a encore 3 présentations qui nous séparent de la pause déjeuner. Voilà, donc Louis Bigot, alors c'est un grand plaisir retrouver Louis Bigot, parce que 2010, c'était sa thèse, première thèse qui fait les liens entre théorie transformationnelle, analyse musicale et calcul spatial en informatique. C'était avec l'université Paris-Est, Créteil, et aussi l'IRCAM, qui étaient des chercheurs de l'IRCAM. Et donc là, vous avez déjà eu un aperçu du TONNET, et là vous aurez une explication plus détaillée de cette remarquable structure géométrique et combinatoire et topologique. Donc, Louis Bigot est maintenant professeur en informatique au Labri et directeur du SCRIM, et il fera une présentation sur les recherches menées par son équipe demain après-midi. Bien, Louis, c'est à toi. Merci. Ça marche. Eh bien, je remercie déjà les organisateurs de cette journée, en particulier Moreno. C'est vraiment un plaisir d'intervenir sur ce thème mathématiques et musique. Et les recherches en fait, dont je vais parler aujourd'hui se sont déroulées globalement entre 2010 et 2020. Et autour d'une idée assez commune dans notre communauté mathématiques-musique, qui est de représenter les hauteurs musicales, de construire des espaces de hauteur musicale avec l'espoir qu'ils fassent émerger des régularités, des singularités, des stratégies de composition derrière des pièces de musique. Ça, c'est une idée qui est assez commune dans notre communauté, et en voilà un petit échantillon de ces espaces. Il n'y en a qu'un petit échantillon, mais je ne vais pas tous les détailler. Et il y en a certains dont on va entendre parler dans la suite de cette rencontre. Une grande partie de ces espaces découle d'un espace qui s'appelle le TONNET. C'est un mot allemand qui vient de Tone Network, réseau de notes. Et avant de décrire plus précisément comment fonctionne le TONNET, c'est ce qu'on peut y voir, on va regarder un petit exemple, on va écouter un petit exemple musical 3 extraits d'une pièce de musique d'un groupe de rock britannique qui s'appelle Muse. La chanson, elle s'appelle Take a Bow, et on va écouter les 3 extraits, on va les regarder dans le TONNET, et après on parlera de ce qu'on a vu. Je ne sais pas si la personne nous entend. C'est bon? On reprend? Ok, allez, on y va. C'est un résumé un peu condensé avec 3 extraits du morceau qui fait normalement 4 minutes.
Mais en fait, l'idée, c'est que les accords qui sont sous-jacents à la pièce de musique sont représentés dans cet espace. Chaque nœud qu'on voit, chaque sommet, en fait, les cercles correspondent à des notes de musique, à des hauteurs, ici dans la notation anglaise, hein, A, B, C, D, E, F, G, avec les dièses et les bémols. Et puis, à chaque fois qu'une note sonne, elle est allumée. À chaque fois que 3 notes qui bordent un triangle sonnent en même temps, le triangle correspondant est allumé, et au fur et à mesure du temps, on voit la pièce de musique qui s'affiche sous la forme d'une forme, en fait, qui évolue sous la forme d'une trajectoire. Alors, cette idée d'organisation des notes, parce que la question c'est comment sont organisées les notes. Ici, elles sont organisées suivant des axes qui sont associés à des intervalles. Donc, les musiciens auront peut-être repéré que l'axe horizontal, par exemple, correspond à l'axe des quintes. On a Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, etc. Et les diagonales correspondent aux axes des tierces mineures et des tierces majeures. Donc, cette idée, elle remonte à une représentation du mathématicien Léonard Euler, qui, à la base, avait comme idée de représenter, d'organiser les hauteurs musicales par un critère de consonance acoustique, de proximité acoustique. C'est-à-dire que deux notes, contrairement à la partition où on a les notes verticalement organisées de la plus grave à la plus aiguë, donc par ordre de fréquence, ici on dit que deux notes sont voisines si elles ont un rapport de consonance, au sens physique du terme, c'est-à-dire que leurs fréquences sont liées par une relation de multiples. Donc les notes séparées par des quintes sont voisines, et ici la tierce majeure et la tierce mineure, qui ont des rapports proches aussi, sont des notes voisines. Et cette idée a été rapidement, naturellement généralisée avec le principe de changer les intervalles qui sont associés aux axes afin d'aboutir à d'autres déploiements des hauteurs musicales dans un espace en 2 dimensions. Et là, on peut faire jouer la combinatoire pour avoir tous les espaces possibles, avec, dans les espaces triangulaires, une condition qui est que sur les 3 intervalles associés aux 3 axes de notre espace triangulaire, il y en a un qui doit être égal à la somme des 2 autres, pour qu'on puisse boucler. Et dans la littérature de notre communauté, on retrouve beaucoup d'études de ce type d'espace. Ici, avec la seconde majeure, la tierce mineure, la quarte, par exemple, un autre déploiement des notes. On peut également sortir de l'espace chromatique qui considère les 12 hauteurs, c'est-à-dire toutes les hauteurs qu'on a sur un instrument en standard tel que le piano, pour uniquement se limiter à la gamme diatonique, donc aux 7 notes, par exemple uniquement les touches blanches, et considérer les intervalles diatoniques, par exemple une tierce, qu'elle soit mineure ou majeure, est considérée comme le même intervalle. Ça, c'est le tonetz diatonique. Et puis on a des représentations qui montent en dimension, afin d'augmenter le nombre d'intervalles, le nombre de voisinages autour d'une note, ce qui permet de représenter de manière compacte des accords plus complexes, comme des accords septièmes, ici par des tétraèdres, ou de manière générique avec n'importe quelle combinaison d'intervalles, avec ce critère de bouclage qui permet d'avoir un ensemble d'intervalles consistants autour d'une brique de base de l'espace. Donc voilà, il y a eu beaucoup de travaux sur ces espaces-là. Et en fait, l'idée de pouvoir représenter un contenu musical dans une variété d'espaces va naturellement aboutir à une variété de visualisations, une variété de formes en fait, qui correspondent à ce contenu musical, et vient l'idée d'aller comparer ces formes. En fait, la représentation visuelle, la représentation géométrique d'un contenu musical offre un nouvel angle d'attaque en fait, à l'analyse musicale, puisqu'au lieu d'aller regarder vraiment les notes et les accords comme on le fait traditionnellement sur une partition, on va étudier une forme géométrique. Et on va avoir à notre disposition des outils issus de la morphologie, de la topologie, qui vont nous aider. Alors avec cette idée de décliner un espace avec différentes combinaisons d'intervalles, ici on a le début d'un choral de Bach dont les premières notes, les premiers accords sont représentés dans 2 espaces en parallèle. Donc ces 2 espaces sont caractérisés par une combinaison d'intervalles différents. Et ce qui est frappant ici, c'est que l'espace du bas, qui correspond au tonetz traditionnel, avec tierce mineure, tierce majeure et quinte, semble faire apparaître une forme plus régulière, du moins plus compacte, qui progresse de manière plus continue, que la forme du haut, qui semble avoir plus de mal à faire émerger, à faire apparaître une logique derrière les choix, derrière la suite des accords et des notes utilisés par le compositeur. Et c'est cette idée qui est vraiment centrale dans ces travaux, c'est de dire, mais comment trouver, comment construire le bon espace qui va faire émerger quelque chose, qui va nous dire quelque chose sur la pièce, quelque chose qu'on ne voyait pas dans d'autres espaces. Et si on va un peu plus loin dans cette idée,
C'est l'idée de dire que si on a un réservoir d'espace à notre disposition, finalement, la représentation systématique de contenus musicaux dans tous ces espaces et l'étude des formes associées va nous permettre en fait, de mesurer des distances qui donnent probablement des informations sur la distance stylistique entre les morceaux, des distances de répertoire et peut-être des distances de stratégie entre les compositeurs ou entre les époques. Alors ici, on a un petit exemple, et puis ça me fait plaisir de reprendre des exemples qui ont été cités avant, notamment le morceau Voile de Debussy, qui confirme ce qu'on a entendu sur la gamme Parton avec Emmanuel. Donc en fait, là, ce que vous voyez, donc on a 4 morceaux qui sont analysés, et les barres que vous voyez, c'est la compacité des trajectoires mesurées dans les 12 espaces qu'on peut obtenir en permutant de toutes les manières possibles les intervalles musicaux associés aux axes générateurs de ces espaces. À chaque fois, l'avant-dernier bâton correspond au tonnettes original de l'air avec les tierces mineures, tierces majeures et quintes. C'est pour ça que pour le premier exemple à gauche, qui est un morceau de Bach et de la musique tonale, on a une forte compacité de la trajectoire. Les morceaux sont représentés par les barres en noir. Les barres grises correspondent à la compacité de séquences d'accords au hasard. On les représente, ces séquences d'accords au hasard, parce qu'en fait, une séquence complètement hasardeuse n'a pas la même compacité dans tous les espaces, parce que tous les espaces n'ont pas la même taille. En fait, pour des raisons combinatoires, il y a des espaces qui bouclent plus rapidement et qui ont moins et qui sont plus petits que d'autres. Donc, un morceau random a plus de chances d'être compact. Donc, pour bien prendre ça en compte, on compare toujours à ce que ça donne avec le hasard. Et donc, avec un morceau de Bach, donc, on a une forte compacité dans le tonnettes 3, 4, 5. Donc 3, 4, 5, c'est les intervalles en nombre de demi-tons, hein, donc tierce mineure, tierce majeure, et l'inverse de la quinte, donc la quarte. Ici, on a un morceau de Debussy. Alors, c'est des morceaux qui ont été choisis exprès de manière caricaturale, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment des morceaux représentatifs de certaines stratégies harmoniques qui sont bien connues en musique. La gamme Parton ici avec les intervalles 2, 4, 6 qui correspondent au ton, à la tierce majeure qui est la superposition de 2 tons et au triton, donc 3 tons. Et puis on a des distributions plus équilibrées. C'est le cas par exemple d'un extrait du Pierrot lunaire de Schoenberg où effectivement on voit que ces compacités qui sont calculées, ces compacités de trajectoire ne semblent pas permettre de dégager une stratégie ou une tendance ou une singularité dans les choix des notes et des accords du compositeur. Mais c'est le cas aussi pour des pièces tonales. En jazz, par exemple, là, on a fait la même chose sur une pièce, un enregistrement de Miles Davis, où on retrouve aussi un équilibre des compacités sur ces 12 espaces, avec une petite prévalence quand même sur les espaces tonaux, notamment le tonnettes. Mais en fait, la richesse harmonique qu'il y a dans ces pièces nous montre qu'en fait, on a plutôt intérêt à monter en dimension et peut-être à avoir recours à des espaces plus complexes pour avoir une chance de dégager la tendance, d'identifier la tendance sur l'utilisation du matériau harmonique du compositeur. Donc voilà, ça c'est une application de ce calcul de compacité pour l'analyse du style qui soulève de nombreuses questions sur la manière dont on calcule la compacité. Puisqu'en fait, dans des espaces multidimensionnels comme le tonnettes, on peut regarder la compacité en termes de voisinage entre les notes, mais aussi en termes de voisinage entre les accords à 2 sons, à 3 sons. Et il y a plein de questions très intéressantes qui s'ouvrent de cette manière-là. Alors une autre application qu'on peut faire de ces représentations, cette fois, non pas en analyse, mais plutôt en composition, c'est l'idée de manipuler ces trajectoires, de les transformer. Et là, on a à notre disposition tout ce que nous apporte la géométrie et la topologie sur la transformation des objets. Dans un espace régulier comme celui-là, qui se présente comme un pavage triangulaire, on peut tout à fait imaginer translater une trajectoire et écouter le résultat. La translation, vu que les intervalles sont associés à des intervalles fixes, vu que les axes sont associés à des intervalles fixes, la translation correspond naturellement à une transposition. Si au contraire on opère une symétrie centrale, ce qui ici est permis par des automorphismes en fait, sur l'espace triangulaire. Donc un automorphisme, c'est un isomorphisme de l'espace dans lui-même, donc qui permet un mapping de chacune des notes sur d'autres notes, mais en préservant la structure, c'est-à-dire en préservant les voisinages originaux entre les notes.
on obtient donc la même trajectoire, on la reconnaît, mais qui va dans le sens différent et donc qui prend les intervalles à l'envers. Donc en fait, ça, il s'agit de ce qu'on appelle une inversion de hauteur en musique. Alors on peut écouter un petit peu ce que ça donne. Là, on va d'abord écouter le morceau original en bas à gauche, c'est le début d'un choral de Bach. Voilà, et une fois que la trajectoire a été inversée, voilà, alors là, ce qui est intéressant, c'est que l'automorphisme en fait, qui préserve les voisinages préserve donc les liens de consonance qu'il y a entre les notes originales. C'est-à-dire qu'on est de nouveau à la fin, après transformation, on reste sur des accords majeurs et mineurs qui sont utilisés de manière prédominante dans cet extrait-là, mais qui évoluent dans un sens différent. Alors, là, on est resté dans le même espace, mais si les espaces sont isomorphes, ce qui est le cas quand il s'agit de pavages triangulaires, on peut imaginer extraire une trajectoire et la plonger dans un autre espace, puisque l'isomorphisme va préserver les structures et les voisinages entre les nœuds. Donc ici, c'est le même extrait qu'on a, mais cette fois, on a plongé la trajectoire dans un espace dont les intervalles générateurs sont la seconde majeure, la quarte et la tierce mineure, qui sont les intervalles en fait, qu'on retrouve dans la gamme pentatonique, qui est souvent associée à la musique traditionnelle asiatique. Et donc voilà le résultat. Voilà, donc il y a tout un tas d'expériences qu'on peut faire comme ça, puisqu'en fait, ce formalisme topologique et géométrique nous fournit une infinité de transformations qui sont guidées par, moi, quelque chose qui me semble très important, par notre intuition, puisqu'en fait, l'espace, l'avantage de l'espace, c'est que c'est vraiment une notion qu'on appréhende quotidiennement et qui nous donne énormément d'idées. Et ça renouvelle vraiment les approches complexes qu'on peut avoir sur une partition, qui sont parfois un petit peu compliquées, puisqu'on ne manipule que des concepts extrêmement intuitifs qui sont ceux de l'espace. Alors on a, voilà, contrairement à l'inversion de hauteur de tout à l'heure, cette transformation n'a pas vraiment d'interprétation musicale connue, et on a donc voulu un peu essayer de lister un maximum toutes les transformations géométriques qu'on avait sous la main, et en tentant d'en identifier leur interprétation musicale quand elles existaient, on en a trouvé pas mal. Donc il y a les transpositions, les inversions, qu'elles soient dans des espaces chromatiques ou dans des espaces diatoniques. Et dans les espaces diatoniques, on retrouve la négative harmonie, qui est une transformation qui a fait pas mal parler d'elle sur les réseaux il y a quelques années. Il y a eu un buzz, un moment là-dessus, qui est assez amusante. On a également le switch majeur-mineur. Là aussi, il y a plein d'expériences qui ont été faites qui consistaient à reprendre des musiques et changer mineur en majeur et vice-versa. Et là, je vais vous faire écouter un petit exemple de ce que donne une translation d'un morceau bien connu. Alors on va rester dans un répertoire qu'on a déjà ouvert dans cette journée et que vous allez reconnaître très rapidement. La première partie de la musique, c'est l'original tel qu'on la connaît, tel qu'on l'a entendu beaucoup de fois, et tout d'un coup, on sent que ça décroche puisque là on plonge, enfin on translate la trajectoire dans un espace diatonique. Plus de son. Alors, on va essayer. Je remets le son. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai... Alors, est-ce que c'est mon fichier? Je vais juste vérifier. Ah, malheureusement, ça semble être moi qui ai un problème. Alors, je vous la ferai écouter après. C'est pas grave. J'essaierai de la retrouver. Ouais, c'est dommage. Bon. Ça sera peut-être pour après. Le fichier n'est pas passé dans le PowerPoint. Alors, c'est pas grave. Cette idée qui consiste à distinguer d'une part la construction d'un espace, donc en l'occurrence le tonatsu, ses dérivés, et dans un deuxième temps, y représenter un contenu musical, ce processus en deux temps. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, mes collègues, mes encadrants de thèse, Antoine Spicher et Jean-Louis Giavito, ont attiré mon attention sur le fait que c'était un procédé qui résonnait avec une conception de l'espace de Newton.
Et Newton pensait que l'espace, et le temps aussi d'ailleurs, avaient une existence en tant que telle, et qu'on y projetait en fait des objets. Les objets qu'on étudiait avaient une place et occupaient une place dans ces espaces et dans le temps. Et c'est tout à fait ce qu'on fait en concevant un espace comme l'autonet et en y projetant un objet et en regardant le comportement qu'a cet objet dans l'espace sous-jacent qu'on a construit. Mais c'était une vision qui ne faisait pas l'unanimité à l'époque, puisqu'il y avait un autre mathématicien qui s'appelait Leibniz, qui lui avait une autre vision et qui débattait, qui d'ailleurs était en profond désaccord avec Newton, et pour qui, en fait, l'espace n'était qu'une conception de l'être humain, en fait, mais n'existait pas en tant que tel. Et en fait, l'espace, pour Leibniz, résultait des objets, en fait, qui sont dans l'espace. C'est-à-dire que ce sont les objets qui constituent l'espace. Et si on applique cette idée, cette distinction de la conception de l'espace se reflète dans la manière dont les informaticiens codent l'espace dans des langages dédiés à la programmation spatiale, comme le langage MGS, et dans lequel on a des collections newtoniennes, des structures de données newtoniennes, des structures de données leibniziennes. Et dans le cadre de la représentation des espaces de hauteur, on peut tout naturellement représenter les combinaisons entre hauteurs de manière leibnizienne avec le formalisme des complexes simpliciaux. Les simplexes géométriques, ici, avec l'idée extrêmement intuitive qu'une hauteur musicale, donc une note seule, est représentée par un nœud, par un sommet, donc le sommet Do à gauche, que donc deux hauteurs sont représentées par deux sommets, mais si on veut représenter la simultanéité entre ces deux notes, qui peut survenir ou pas dans une partition, alors on la représentera par un arc. Pareil, trois hauteurs vont être représentées par trois sommets, mais la simultanéité entre ces trois notes va elle-même être représentée par un triangle, ce qu'on appelle un D-simplex, et on va pouvoir monter en dimension pour représenter la simultanéité entre un ensemble de n notes arbitraires. Et aboutir, comme on voit en haut à droite, à des complexes simpliciaux arbitraires qui rendent compte de la simultanéité d'un ensemble de notes, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des notes qui sont jouées, mais également la manière dont elles sont jouées en même temps ou pas, au cours du temps. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié dans ces travaux, qui nous permettent, par exemple, de représenter de manière condensée une suite d'accords. Là, c'est un exemple qui est très connu dans notre communauté mathématique-musique, c'est un prélude de Chopin, et qui est connu pour la progression d'accords en fait, qu'il y a derrière la mélodie, où on a ce qu'on appelle des déplacements parcimonieux. Ce qui fait que dans un espace d'accords, généralement, la progression d'accords est associée à un chemin très petit, avec des petits mouvements. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est que dans ce type de structure, on peut aller rechercher les chemins hamiltoniens. Ici, en l'occurrence, la progression d'accords, elle correspond à un chemin qu'on appelle 2-1 hamiltonien, c'est-à-dire qu'on passe d'un triangle à un triangle voisin à condition que les deux triangles partagent un arc en commun. Et parmi toutes les solutions possibles, si on prend celle qui induit un déplacement entre le troisième sommet, qui est le plus petit intervalle, et ben on tombe sur la progression d'accords. Donc là, c'est amusant. C'est typiquement un exemple de ce qu'on cherche à faire en formulant de manière purement spatiale et géométrique des phénomènes musicaux dont on imagine qu'ils ont guidé la stratégie de composition du compositeur. Voilà. Alors, c'est toujours dur de parler par-dessus ces exemples musicaux. Et celui-là me semble un petit peu trop long, mais c'est pas grave, je pense qu'on y est presque. Voilà. Une autre chose qu'on peut faire sur ces structures multidimensionnelles, que nous incitent à faire les outils qu'on a en topologie et en mathématiques, c'est la filtration. Alors l'idée derrière la filtration, donc filtrer, ça veut dire qu'on garde certaines choses et on en retire d'autres. Hein, okay, et il y a une idée assez naturelle qui était de se dire, mais en fait, la filtration peut permettre de faire apparaître une similarité entre deux objets d'apparence très différents. Si on retire les bonnes choses et qu'on garde les bonnes choses, alors on peut voir apparaître des choses qui lient en fait ces deux objets d'apparence différents. Et transposer cette idée sur de l'analyse musicale, ça pourrait être de dire, mais si j'ai deux pièces musicales, deux contenus musicaux qui sont distincts, qui sont différents, est-ce que si je trouve un bon processus de filtration, un bon critère de filtration, alors je vais aboutir à des objets simplifiés qui vont se ressembler parce qu'en fait, à la base, les deux pièces étaient du même style.
Donc est-ce que le processus de filtration va pouvoir permettre de faire apparaître cette appartenance à un style commun, peut-être à un compositeur commun? Alors, comment appliquer une filtration sur une partition, sachant qu'ici on retire la notion de temps, ce qui est un petit peu gros. Il y a une manière tout à fait naïve de le faire, c'est de regarder la partition et de se dire, en fait, on va regarder les durées de notes, en se disant, plus une note est présente, plus elle prend de place, plus elle a d'importance, en tout cas d'un point de vue perceptif. Alors si je regarde les durées cumulées des notes et que je me dis, ok, première étape de la filtration, je ne garde que les notes, que les hauteurs qui sont présentes 100% du temps. Bon, j'en ai aucune, ok, pas de problème. Et puis si je baisse mon critère de filtration, je garde que les notes qui sont présentes 70% du temps. Il se trouve que j'en ai une, le sol, dans cet extrait de partition, est présent 70% du temps. Et puis j'abaisse encore mon seuil de filtration, et je vais voir apparaître successivement les différentes hauteurs, dans un certain ordre, qui rend compte finalement de ce qu'a voulu faire le compositeur en termes de matériel, même s'il ne l'a pas évidemment pensé comme ça. Mais en fait, ce qu'on va voir apparaître au fur et à mesure, c'est la manière, évidemment, on va voir le concept de tonalité émerger, puisque une des manières dont se définit la tonalité, c'est le fait qu'on ait certaines hauteurs qui soient privilégiées par rapport à d'autres. Mais on a aussi la manière dont est implémentée la tonalité dans cet extrait, ce qui me fait beaucoup penser à ce qu'Emmanuel décrivait sur la diatonicité, en quelque sorte, de l'extrait. Ici, on ne recherche pas la tonalité en question, mais plutôt la manière dont elle existe. Voilà. Et ici, on l'a fait sur des classes de hauteur, et l'idée, c'est, avec la combinatoire que nous permet les complexes simpliciaux, de regarder plutôt les simultanéités des notes. C'est-à-dire que la tonalité, elle va aussi avoir des impacts sur l'harmonie, il va y avoir certains intervalles privilégiés à d'autres. Donc au lieu de regarder les classes de hauteur, on va plutôt regarder les simultanéités entre deux notes, ou voir les simultanéités entre trois notes pour voir les accords majeurs et les accords mineurs. C'est beaucoup plus dur à représenter que sur un simple histogramme, parce qu'au lieu d'avoir 12 valeurs, comme c'est le cas ici à droite, on va en avoir beaucoup plus, parce qu'il faut prendre toutes les combinaisons possibles de classes de hauteur, donc on ne peut pas le représenter de manière aussi facile, mais l'idée, elle est là. Et voilà un petit peu ce à quoi on aboutit. Alors là, on a donc un extrait de partition toujours d'un choral de Bach, et puis en bas, la barre que vous voyez, c'est le processus de filtration. C'est-à-dire qu'il va de gauche à droite, mais ça n'a rien à voir avec le temps. Ce n'est pas du tout le temps qui passe. En fait, cette flèche, c'est plutôt au tout début, c'est-à-dire à l'extrême gauche, en fait, on ne garde que ce qui est présent tout le temps, c'est-à-dire rien, parce que rien n'est présent tout le temps. Et au fur et à mesure qu'on va s'abaisser, qu'on va aller vers la droite, vont apparaître en fait des classes de hauteur, mais aussi des simultanéités représentées par les arcs, les triangles, les tétraèdres, qui vont nous dire un petit peu comment cette combinatoire entre les hauteurs arrive progressivement dans la pièce. Et à la toute fin, c'est-à-dire tout à droite, ce qu'on a, c'est le complexe simplicial tel qu'on l'avait tout à l'heure pour l'exemple de Chopin, c'est-à-dire qu'il prend en compte l'ensemble des notes qui sont utilisées dans l'extrait. Alors c'est assez difficile d'interpréter en fait ce qui se passe dans un processus de filtration parce qu'il y a énormément d'informations. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment quelles sont les notes et les combinaisons qui restent en fait, qui persistent. Alors j'emploie le mot persister volontairement puisqu'évidemment ça résonne avec l'idée de l'homologie persistante où on regarde au cours de la filtration comment les invariants topologiques persistent dans une structure. Et on va regarder à quel endroit de la filtration est-ce que les choses apparaissent, disparaissent. Comme on a du mal à décrire ça, plutôt que d'essayer de l'analyser, ce dont on manque peut-être d'outils, on va plutôt les comparer en fait entre elles. Donc là, ici, on a fait une petite expérience. On a pris 3 débuts de quatuor à cordes d'Haydn, volontairement donc, dans des styles similaires, puisque c'est quatuor à cordes d'Haydn. Et on a fait cette opération de filtration. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on va suffisamment profond dans la filtration, on arrive à des structures qui sont identiques, mais juste pendant un laps de temps donné. C'est-à-dire qu'en fait, après, elles diffèrent parce qu'elles sont... Au début, les notes n'apparaissent pas forcément dans le même ordre. Alors quand je dis elles se ressemblent, c'est à transposition près, puisqu'ici, ce qui nous intéresse, c'est la manière dont la tonalité est implantée. Donc on considère qu'elle est de la même manière dans toutes les tonalités, quelle que soit la tonalité de l'extrait. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a un moment de la filtration, qui est entre le début et la fin, où, oui, là, on a un squelette commun. Un squelette commun, et ici, sans grande surprise, on a le squelette commun, il correspond aux 3 degrés majeurs de la tonalité, hein, les 1, 4 et 5,
qu'on voit apparaître ponctuellement dans les 3 pièces et qui disparaissent après qu'on continue la filtration. Et il me semble qu'en fait, c'est ce qui peut être intéressant dans des analyses plus systématiques sur des corpus pour essayer de mettre en évidence ces similarités sur l'emploi du matériel harmonique dans le contexte de l'implémentation d'une tonalité. Voilà, donc ça ouvre pas mal de réflexions qui, j'espère, feront l'objet de travaux plus tard. Et en attendant, eh bien, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup et merci aussi pour ce premier envolé dans des dimensions philosophiques avec Leibniz et Newton, qu'on va aussi traiter peut-être demain plutôt. Des questions, des remarques? Oui, Paul. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors j'ai une petite question, c'est à propos des transformations. Il y a une slide où il y avait un tableau, tu sais, avec l'harmonie négative, et il y avait une colonne, c'était la colonne de droite. Voilà, c'est juste, ça m'intéresse un petit peu. Et en fait, ça veut dire quoi régularité? Alors c'est une colonne qui effectivement a été conçue il y a un certain temps. Alors c'est une propriété topologique. Merci Paul de me rappeler le temps qui a passé depuis la rédaction de mon manuscrit de thèse, ça remonte à plus de 10 ans. Alors la régularité, c'est, il me semble, c'est... Si jamais on peut en discuter après. Hein, oui, on pourra en discuter après parce que j'ai pas envie de te dire de bêtises. C'est lié aux invariants topologiques, c'est-à-dire c'est quelque chose qui résulte des... En fait, les nombres, en fait, sur chacun de ces espaces... Donc là, on a des... Ouais, j'ai l'impression si, ça y est, je me souviens. C'est qu'on a des transformations, il me semble, qui ne définissent pas des mappings entre des notes qui sont triviaux et qui sont toujours les mêmes, selon la manière dont on applique, selon les paramètres de la transformation. Donc on pourra en parler après, mais je vais rechercher ça. Et aussi, par rapport au chemin hamiltonien, c'était pas un chemin complet, hein, on est d'accord, c'était quand tu as montré une ou deux slides après celle-là, ouais. Il y avait un... Il y a le morceau encore un petit peu. de Chopin qui va se remettre en route. Voilà, celui-là. Là, c'est un... C'est-à-dire, il n'y a pas les 24 accords. Il y a les... Alors... Il y en a combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y a ceux qui sont sur la partition, au-dessus. Voilà, c'est ça. Ceux de la partition sont projetés, ceux qui sont représentés dans le complexe initial. Ok. Il n'y a pas ceux de toute la partition, il y a juste la zone en bleu. Ok, non, c'est bon, okay. Bah, merci beaucoup. C'est pas que les accords majeurs et mineurs, c'est vraiment il y avait une autre question. Oui. C'est l'extrait qui est pas passé là. Ouais, je sais pas comment le récupérer là. J'essaierai peut-être de le caler entre deux présentations parce qu'il n'est pas dans mon PowerPoint, visiblement il n'est pas passé. Je sais peut-être, est-ce que par hasard, comme ça marcherait mieux. En attendant que tu cherches, peut-être une dernière question ou remarque. Oui. C'est vraiment dommage. Il n'est pas concentré. Non, je suis désolé. Il ne m'écoute pas. Tu m'écoutes ? Non, j'ai une question. Il ne me semble pas avoir entendu de théorème dans ce que tu as présenté. Est-ce que tu as une conjecture en vue ? À propos du mot mathématique dans le thème général de cette conférence, c'est une chose qu'on fait souvent en mathématiques, on expose des conjectures qu'on tente de démontrer. Est-ce que c'est le cas de ton travail ? Alors, je n'ai pas de conjecture à proposer. Je n'ai pas de conjecture. J'ai beaucoup de problèmes ouverts, mais effectivement, j'ai toujours eu tendance plutôt à aborder les choses avec des intuitions musicales qui pouvaient mener effectivement à des réflexions mathématiques, mais peut-être que le fait d'aborder les choses toujours avec les questions musicales m'a pas toujours mené directement à ce problème des conjectures.
Enfin, au fait de poser des conjectures. Donc non, je n'ai pas de conjecture à proposer. Et je suis sûr qu'on peut en trouver en cherchant. Alors peut-être qu'il n'y a pas une conjecture, mais il y a une hypothèse qui est l'hypothèse cognitive de la compacité, hein, Oui. qui est donc très forte. C'est-à-dire voilà. La compacité des trajectoires. Donc ça, c'est oui, une sorte de conjecture qui nous fait dire que voilà, ça c'est lié au style. Oui. Ouais. Bonjour. Je me posais deux questions. Alors la première, c'est est-ce que vous avez cherché à imiter le comportement d'un compositeur, un humain, pour la filtration? Par exemple, vous montrez le choral de Bach, je vais vous dire il est en ré mineur, il est en train de moduler et il va terminer en fa majeur, celui que vous avez passé. Donc je vois les points de charnière dans la composition. Donc je vois comment je me balade entre guillemets en tant que pianiste ou compositeur dans ma tête. Ouais. Hein, je vois comment je vais passer d'une harmonie modale à une harmonie tonale. Est-ce que vous avez cherché à mapper ça? Parce que je vois ça comme un mapping, tout simplement, de ce qui se passe dans la tête aussi de Chopin. C'est-à-dire le sens inverse. En montrant que Chopin a fait quelque chose de connecté, au final, on explique la structure elle-même, qu'est les lois de composition musicale qu'il connaissait déjà. Vous voyez ce que... Ouais. Bah, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, mais évidemment on n'est pas dans la tête des compositeurs, donc c'est difficile de prétendre en fait que ces phénomènes géométriques reflètent en fait la pensée des compositeurs. Déjà, trouver des régularités qui sont formulées d'un point de vue uniquement géométrique, c'est pour nous des signes intéressants, parce que je ne pense pas que les compositeurs raisonnent vraiment dans ces termes-là, dans ces termes aussi géométriques et combinatoires, même si ça donne lieu à des travaux, du coup ça donne des idées à des compositeurs qui connaissent le tonette, etc. Donc ça, c'est autre chose. Mais pour la filtration, il y a quand même il y a un décalage fort entre, à mon avis, la pensée du compositeur et les structures qu'on visualise, qui est qu'en fait, on a retiré le temps, la dimension du temps. C'est-à-dire qu'on observe de manière figée le matériau sonore et toute sa combinatoire interne. Et en fait, en essayant juste de séparer, du coup, on perd les aspects mélodiques, les aspects de conduite de voix, puisqu'on est uniquement sur vraiment le recours, en fait, aux hauteurs. Donc, je pense qu'on est en partie, en fait, j'ai l'intuition qu'on capture une partie inconsciente du processus du compositeur. Même si le compositeur ne raisonne pas du tout comme ça, il me semble qu'en fait, avec ses acquis, le compositeur avec ses habitudes, peut-être ses propres influences sur les choses qu'il a travaillées, qu'il a écoutées, qu'il a composées avant, reproduit ces systématismes de notes privilégiées, de simultanéité privilégiée. C'est mon hypothèse, mais on n'a pas moyen de le démontrer. Juste, mais il applique des lois de composition qui préexistent. Par exemple, le traité de Fuchs de composition, où on sait qu'il faut la sensible, la tonique, où on a tout mappé. Tout à fait vrai. Mais juste dernière petite chose, conjecture mathématique. La question, ce serait, est-ce que mapper la topologie d'un morceau, peut-être muni d'une connexion qui permet de représenter le temps, puisqu'il y a aussi le fait de se mouvoir dans l'œuvre, qui va être un processus comme dans la nature, hein. Le son des choses, leur spectre et leur mouvement, qu'on n'a pas ici expressément, à part des allers-retours, mais c'est beaucoup plus complexe. Le rythme, je pense que Paul nous en parlera. La conjecture, c'est ça. Est-ce qu'il existe un spectre d'une œuvre qui permettrait de l'identifier, vous voyez, à 100%? C'est que grâce à cette topologie, on en dégage une sorte de spectre, c'est-à-dire comme ce serait une forme géométrique dans l'espace qui, lorsqu'on la met en vibration par un Laplacien, quelque part, aurait le droit à certaines résonances. Vous voyez ce que... Oui. Alors là, c'est conjecture. Oui, conjecture, absolument. Mais voilà. Ça peut être effectivement... pour moi, alors je ne sais pas si c'est une conjecture, mais la question centrale dans tout ce travail qui demeure, qui est vraiment le ligne rouge depuis le début, c'est est-ce que si une musique n'est pas hasard, n'a pas été composée au hasard, c'est-à-dire s'il y a une logique, s'il y a une démarche, est-ce que systématiquement il existe un espace symbolique qui va faire émerger la raison pour laquelle ça n'est pas du hasard?
Et évidemment, ça dépend si la logique elle est mélodique, harmonique, rythmique ou tout combiné, évidemment, et puis le compositeur n'est pas toujours conscient de ça. Mais à partir du moment où il y a une logique, à partir du moment où il y a une régularité, une singularité, il doit probablement, et ça c'est une hypothèse, exister un espace qui fait apparaître ça. Voilà. À prouver. Quoi. Bon, après, pour la question du spectre, effectivement, Alan Cohn, avec la musique des formes, a touché cette question, et cette question va être reprise dans la table ronde de demain. Donc ça me permet de vous rappeler qu'on aura une table ronde sur la créativité, dont cette question du spectre, effectivement, du Laplacien, c'est quelque part abordé. Merci beaucoup, Louis.